Je vais ouvrir mon propre bar au Japon. Oui, oui, vous avez bien entendu, au Japon. Ça fait longtemps que j'en parle autour de moi, à mes proches, à celles et ceux que je rencontre. J'ai effectivement le projet d'ouvrir un bar au pays du soleil levant et ça fait un petit moment que j'ai cette idée en tête. Mais avant de vous parler un peu des détails du projet, il faut que je vous parle un petit peu de moi et de mon histoire avec ce pays. Sinon, je risque de passer pour un mec qui prend ça à la légère et franchement, je préfère éviter ça. À l'heure où j'écris cette vidéo, j'ai fraîchement célébré mes 26 ans. Je vis toujours chez ma mère dans le nord de la France, dans la superbe ville de Lens. Non, je rigole. C'est pas officiel à part boire des bières, il y a vraiment pas grand chose à faire, mais bon, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'après mon baccalauréat, je suis parti vivre à Lille pendant 5 années afin de décrocher mon diplôme d'ingénieur à Polytech Lille en 2019. J'ai ensuite travaillé en tant qu'ingénieur recherche et développement dans une entreprise spécialisée dans la filtration industrielle, pour un total d'à peu près 2 ans et demi. Après, bon, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est la question qui revient tout le temps quand je parle de mes projets. Pourquoi le Japon? C'est vrai. Pourquoi est-ce que je suis tant intéressé par un pays qui se trouve à l'autre bout du monde et dont la culture est si différente de la nôtre? Eh bien, la question est légitime et c'est pour ça que je vais vous répondre. Depuis tout petit déjà, j'ai été plongé dans l'univers des productions japonaises et notamment dans une licence que tout le monde connaît bien, Pokémon. À l'âge de 2 ans, je jouais déjà aux premières versions des jeux Pokémon qui étaient sur Nintendo Game Boy à l'époque, et j'ai grandi avec ces licences tout au long de ces années. Entre-temps, j'ai découvert les mangas et les animés avec par exemple Death Note, Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece, etc., etc. Et dans ces œuvres, en fait, on retrouve beaucoup de valeurs qui sont vraiment typiquement japonaises, à savoir un peu le courage, la résilience, la détermination, des choses qui me parlent au final. Et dans d'autres œuvres, on retrouve également beaucoup de scènes et de paysages de la vie quotidienne du Japon, de quoi avoir en fait un premier contact avec la culture locale. Et c'est si différent de la culture occidentale, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et en parlant de paysages, comment ne pas les admirer lorsqu'on voit les temples, nichés dans les creux des montagnes, ou bien les fameux torii, ces arches atypiques qu'on retrouve un peu partout au Japon, au sein des mégalopoles et au milieu des gratte-ciels, tout comme dans la campagne perdue entre les forêts, là où les chanderies dessinent un panorama pittoresque. Moi, ce qui me fascine, c'est la proximité relative des différents environnements, notamment grâce au réseau ferré qui permet de se rendre presque n'importe où dans le pays, et ce, très rapidement. Et que dire de la mentalité japonaise? En fait, il y a beaucoup à dire, mais les avis divergent d'une personne à une autre. La société japonaise place le groupe avant l'individu, ce qui présente, comme tout modèle, des forces et des faiblesses. Cependant, elle correspond mieux à ma vision d'une société pérenne, même si la pression sociale se fait ressentir un peu à tous les niveaux. C'est une société qui pousse ses individus à se surpasser pour devenir des meilleures versions d'eux-mêmes. Et ça, c'est la mentalité qui me convient. Mais attention tout de même au surmenage qui est encore beaucoup trop présent dans le pays et qui peut parfois mener à des suicides ou tout autre genre de choses. Bon, tout ça c'est bien beau, mais au final, pourquoi partir en vacances ne me suffit pas? Et surtout, comment est-ce que j'en suis venu à vouloir vivre et carrément ouvrir un bar sur place? Eh bien, je dois vous parler de mon histoire avec le Japon pour vous aider un peu mieux à comprendre comment j'en suis arrivé là. À force de regarder des animés ou d'écouter des morceaux japonais, j'ai eu envie d'apprendre un petit peu la langue, pour au moins essayer de comprendre les paroles ou bien un peu regarder des animés sans les sous-titres. Bon, j'ai d'abord voulu apprendre tout seul, sauf que le japonais ça n'a rien à voir avec les langues latines qu'on a l'habitude d'entendre. En fait, en japonais, il y a plusieurs alphabets, des syllabaires pour être plus précis, des caractères d'origine chinoise, une grammaire qui est complètement différente de celle qu'on a l'habitude de croiser en Occident. いや、わかりません。 Bref, j'avais besoin d'un cadre. Heureusement, l'université de Lille proposait des cours optionnels de japonais, qui étaient gratuits et à raison de 2 heures par semaine. C'est là que j'ai commencé à apprendre les bases de la langue. C'est aussi dans le cadre de cette première année de japonais que j'ai eu l'occasion de partir pour la première fois au Japon. Ce stage, c'est la plaque tournante de ma vie. Me voilà donc parti à l'été 2017 avec 3 autres étudiants de ma classe de japonais pour un stage ouvrier de 2 mois dans un restaurant qui s'appelle Le Roc, dans la petite ville de Kiyosato qui appartient elle-même à la préfecture de Yamanashi. J'allais donc pour la première fois de ma vie quitter les sentiers battus, et ceux de mon propre chef, pour aller servir des petits plats et des petites boissons à des japonais dans un restaurant tenu par des japonais. Pendant ces 2 mois, j'ai pu rencontrer des personnes formidables, apprendre énormément sur le milieu de la restauration, visiter des lieux incroyables qui sont presque coupés du monde et ressentir pour la première fois de ma vie l'impression d'avoir trouvé ma place quelque part. Même si le travail était épuisant, ces 2 mois représentent la meilleure expérience de ma vie à ce jour. Mais tout n'était pas tout rose, loin de là. Déjà,
j'ai pu réaliser à quel point j'étais nul en japonais, et je pèse mes mots. Avant de partir, je pensais pouvoir me débrouiller, mais mon faible niveau et mon anxiété me tétanisaient, à tel point que j'ai quasiment pas parlé en japonais en dehors des phrases bateau. Au final, j'ai eu l'impression d'être passé à côté de quelque chose et de pas avoir réussi à nouer de liens forts avec les japonais sur place. C'est là que j'ai compris en fait que parler japonais, c'est primordial pour pouvoir profiter du Japon. Ah oui, et l'anglais, on oublie. Les japonais ils parlent pas très bien anglais. Autre réalisation, et ça ne fait que confirmer le mythe, les japonais travaillent beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Au final, très peu de temps est réservé pour la vie privée, tant le travail est au centre de leur vie. Sur les 65 jours sur place, j'étais bloqué à Kiyosato pendant 60 jours. Les 3 premiers jours lorsque je suis arrivé au Japon ont été désastreux en termes de jet lag. Non seulement jet lag, mais aussi parce que j'étais perdu dans ce monde qui était complètement inédit pour moi. J'ai pu à peine profiter de 2 jours, juste avant mon retour en France, pour visiter Tokyo, mais c'était clairement pas suffisant. En rentrant en France, je m'étais rendu compte à quel point ce voyage m'avait marqué, et à quel point j'avais envie d'y retourner dans un tout autre contexte que pour y travailler. Mais malheureusement, avec mes études en cours, je n'ai pu obtenir cette opportunité que durant l'été 2019. Ayant légèrement amélioré mon japonais entre-temps, et restant majoritairement dans les zones touristiques, là où les locaux ont l'habitude de parler à des étrangers, on a pu profiter pleinement de la vie urbaine à Tokyo, admirer les temples et les jardins de Kyoto, s'imprégner de l'histoire de Hiroshima et dépasser nos limites en escaladant le mont Fuji, qui était clairement le challenge de notre séjour. Autant vous dire que les 2 semaines sont passées à une vitesse folle, et il a fallu encore une fois rentrer en France. Toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah bon? Mais qui a inventé cette expression, sérieux? Encore une fois, il a fallu quitter un endroit où je me sentais bien. De retour au pays, une question candide revenait sans cesse dans mon esprit. Pourquoi je dois rentrer en France? C'est vrai, pourquoi au final? Qu'est-ce qui m'empêche de rester plus longtemps? J'ai fini mes études, j'ai un peu d'argent de côté, et un vague projet d'ouverture de bar grandissait dans ma tête. Mais bon, ça je vais y revenir juste après, ne vous inquiétez pas. Tandis que je terminais mes dernières heures officielles en tant qu'étudiant, j'explorais les différentes possibilités pour rester au Japon pour un séjour long. Il y en a plus ou moins 4 qui sont les plus pertinentes. L'aide humanitaire, le visa étudiant, le visa business et le PVT, ou permis vacances-travail. Chacune de ces possibilités présente des conditions pour pouvoir être exploitée. L'aide humanitaire, c'est plutôt parlant, je vais pas trop épiloguer ici. Le visa étudiant, lui, implique d'être inscrit dans une école pour toute la durée du visa. L'objectif principal, c'est d'étudier dans une école ou une université, et par conséquent, le tourisme et le travail à temps plein ne sont pas permis avec ce type de visa. Autrement dit, il faut avoir un sérieux projet universitaire et ou des économies conséquentes pour pouvoir employer ce type de visa. Le visa business consiste en un partenariat avec une entreprise japonaise qui va sponsoriser votre titre de séjour de 1 à 5 ans et renouvelable. C'est pratique si on a déjà des contacts sur place, mais il implique l'exclusivité vis-à-vis d'une entreprise et ça peut être contraignant pour certains qui voudraient un peu aller voir ailleurs ou envisager d'autres pistes. Enfin, le permis vacances-travail, lui, est un mix entre tous les types de visas différents. Il est valable pendant 1 an pour les Français, utilisable en dessous de 30 ans seulement et délivrable une seule fois dans toute votre vie, qui permet de réaliser plus ou moins tout ce qu'on veut pendant son année de validité. On peut faire du travail, du tourisme, des études, tout est ok. Étant du genre prudent et ne voulant pas restreindre mes options avec des contraintes trop lourdes, le choix du PVT était plutôt évident pour moi. Et c'est après moult démarches administratives que je suis parti, fin décembre 2019, vivre à Kyoto et prêt à vivre une année incroyable. Un tout nouveau départ s'offre à moi pour ce 3e voyage au pays du soleil levant. Et en plus, dans une ville que je ne connais certes pas assez, mais qui m'avait marqué lors de mon voyage touristique en 2019. Peut-être pas pour les raisons que vous imaginez. Le projet de l'année 2020 était relativement simple. Pendant les 6 premiers mois, l'objectif était de consolider mon japonais. C'est pour ça que je me suis inscrit dans une école de langue pour les 6 premiers mois à Kyoto. Ensuite, retourner au ROC pendant 3 mois durant l'été afin d'appliquer tout ce que j'avais appris à l'école, gagner un peu d'argent et aussi profiter de la fraîcheur des montagnes parce que l'été au Japon, il fait très très chaud et surtout très humide. Et enfin, profiter des 3 derniers mois de l'année pour voyager dans le pays en plein automne, qui est considéré comme la meilleure saison avec le printemps. En parallèle, j'espérais construire des relations personnelles, mais aussi professionnelles en vue de me créer un réseau pour le fameux projet du bar.
Tout était planifié, le programme était parfait et rien ne pouvait se mettre en travers de ma route. Sauf une chose que personne n'attendait vraiment. Bon, j'ai quand même pu réaliser 3 mois à peu près normaux avant que le Covid ne m'oblige à me confiner, tout seul, dans mon 12 mètres carrés, et poursuivre les cours qui étaient quand même réalisés à au moins 30 secondes à pied de chez moi. Bon, on sent que je suis un petit peu salé quand même. Même si les cours n'étaient pas censés être la partie la plus fun de mon périple, j'ai quand même beaucoup progressé en japonais, rencontré de nouvelles personnes, redécouvert la ville de Kyoto, trouvé un travail et j'ai même réussi à trouver une copine là-bas. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis quand même un petit peu salé. En 3 mois, j'ai vécu des choses absolument folles, que je n'aurais jamais pu vivre si je n'étais pas sorti hors de ma zone de confort. Mais tout n'était pas tout rose, et forcément il y a des choses qui sont un peu moins bien que d'autres. Déjà, la première chose dont on se rend compte après quelques jours sur place, c'est que la vie en tant que résident est bien différente de la vie en tant que touriste. Bon, j'avoue, c'est plutôt logique et ça s'applique à peu près dans tous les pays du monde. Mais si on faisait une comparaison avec la France, je dirais que tout est plus compliqué au Japon et que les Japonais sont en retard sur pas mal d'aspects par rapport à la France. Administratif, santé, société, technologie, politique et j'en passe. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait vraiment beaucoup de temps, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Quand je suis rentré en France en avril 2020, j'étais plutôt content à vrai dire, car je retrouvais ma famille pour qui je m'inquiétais pas mal au milieu de cette atmosphère pesante du Covid. En plus, si vous vous rappelez bien, c'était la période du premier confinement et il faisait super beau. Et quand on a un jardin comme mes parents, c'était vraiment super agréable. J'ai pu donc bien profiter avant d'entamer la période un peu moins marrante de l'année, à savoir la recherche d'emploi en plein Covid. Et ça, c'était pas facile. Malgré tout, j'ai quand même grandi en tant que personne, car être en immersion dans une culture complètement différente fait relativiser sur beaucoup d'aspects. En plus de nous pousser à faire plein de nouvelles choses, comme par exemple aller aborder des gens dans la rue, dans les bars, se déplacer à pied sur de grandes distances, adopter une nouvelle routine de travail, etc., etc. En bref, sortir de sa zone de confort, c'est difficile, mais la plupart du temps, cela en vaut vraiment la chandelle. J'ai donc retrouvé du travail dans la même boîte que celle où j'avais réalisé mon alternance, ce qui m'a permis, entre autres, de mettre de l'argent de côté, mais aussi de gagner un peu d'expérience professionnelle. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 février 2022, et ça fait bientôt 2 ans que je suis rentré du Japon à la fin de mon PVT. Aujourd'hui, j'ai un projet fou en tête. À vrai dire, ça fait 3-4 ans que ce projet est né, et autour d'une bière. Ce projet, j'aimerais maintenant vous en parler un peu plus en détail. Je vais ouvrir mon propre bar au Japon, mais pas tout de suite. Bon, je vous entends déjà arriver avec toutes vos questions. Un bar au Japon? Mais pourquoi? Comment? Laissez-moi vous expliquer les détails du projet. J'ai toujours aimé organiser des événements à mon humble échelle. Partager des moments avec d'autres personnes, c'est ce que j'aime le plus. Et un bar, pour moi, c'est un lieu où on se rend pour passer du temps avec des amis, faire des rencontres et justement partager des moments de vie. Rien que pour ça, c'est déjà un projet qui me correspond parfaitement. Mais c'est pas tout. De par mon expérience au ROC en tant que serveur, j'ai maintenant la certitude que servir des personnes venues dans mon établissement et obtenir leur reconnaissance en échange, c'est la chose qui m'apporte le plus de satisfaction. Mais il y a encore plein d'autres facettes du projet qui me donnent vraiment envie de me lancer. Gérer son entreprise, définir un univers et une thématique pour son établissement, jouer sur l'aspect marketing via les réseaux de communication, organiser des événements, etc., etc. Plein de domaines dans lesquels je n'y connais absolument rien, du moins du point de vue professionnel. Mais c'est justement le but, sortir de ma zone de confort pour apprendre et me développer en tant que personne. Bon, le projet est encore dans l'œuf, mais vous et moi connaissons déjà le point de départ, aujourd'hui, et le point d'arrivée, l'ouverture du bar. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'il y a ? Alors déjà, il faut savoir que j'estime le projet complet sur une durée de 5 à 10 ans, ce qui est une fourchette relativement large, mais au moins on est sûr qu'elle est réaliste. J'en profite également pour vous rassurer. Les délais que je vais annoncer juste après sont théoriques. Il s'agit d'une base pour évaluer le développement de mon projet dans le temps, et également fixer des objectifs à moyen et long terme. Évidemment, je devrais faire preuve de flexibilité et de bon sens tout au long du projet si je veux atteindre mon but.
Maintenant que tout ça c'est dit, passons vraiment aux détails du programme. Les 2 premières années seront réservées à l'apprentissage du japonais dans une école de langue, et cette fois-ci avec un visa étudiant. L'objectif, devenir bilingue en japonais conversationnel et également professionnel. Ces 2 années me serviront également à me créer un premier vrai réseau. J'en profite également pour faire l'annonce. Cette première phase va commencer très vite car je compte partir en ce début d'année 2022 dans une école de japonais à Tokyo qui s'appelle la TCG Japanese Language School, et ce pour y commencer les cours. Après ces 2 années, ce sera le moment de trouver un métier pour mettre de l'argent de côté afin de m'établir définitivement au Japon. À ce moment, j'aurai très certainement recours au visa business dont je vous parlais juste avant. Et ça va durer quelques années en fonction de mes revenus, de mon développement personnel, relationnel, etc., etc. Mais difficile bien évidemment de dire pour combien de temps je resterai dans cette situation. Viendra ensuite le moment le plus difficile et également celui le plus redouté par tous les expatriés au Japon, j'ai nommé l'obtention de la carte de résident permanent. C'est la seule option permettant aux personnes non japonaises de rester sur le territoire de manière définitive et sans faire de demande de visa. C'est un peu le saint graal des visas en quelque sorte. Mais la quête pour l'obtenir n'est pas simple. Durée minimale de présence en continu sur le territoire japonais, estimée entre 5 et 10 ans en fonction de la situation maritale. Stabilité financière, stabilité juridique, ça devrait aller. Démarche administrative longue et sans aucune garantie d'obtention du titre de séjour permanent. Ce titre est le plus important du projet, car il attire la confiance des organisations japonaises. Par exemple, il facilite grandement l'attribution de prêts bancaires, qui forcément sera indispensable si je souhaite acheter un local pour mon bar. Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que je fais sinon? Bon, c'est vrai que le projet est un peu ambitieux, mais moi je suis persuadé qu'il faut croire en ses rêves et en ses capacités pour réussir dans la vie. C'est pour ça que toutes ces questions, je préfère les tourner comme ça. Ça va marcher. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Rassurez-vous, je ne fonce pas tête baissée et j'ai toujours des solutions de secours si ça se passe mal. Certes, je suis un rêveur, mais j'ai quand même les pieds sur terre. Cette vidéo est la première sur le sujet et j'envisage d'en réaliser pas mal d'autres tout au long de mon projet. L'objectif, c'est de vous tenir informé de l'avancée de mon aventure et également de mon développement personnel. Un autre objectif, c'est également de vous emmener avec moi au Japon, de vous faire découvrir tout ce qu'on peut y trouver et pourquoi pas d'un jour vous accueillir dans mon bar. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère avoir répondu à la majorité de vos questions concernant moi et également le bar. D'ici là, on se retrouve d'ici quelques mois à Tokyo pour le début de ma nouvelle vie étudiante. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre la sortie des vidéos que je souhaite monter et également à me suivre sur Twitch où je réaliserai quelques lives par-ci par-là pour vous partager un petit peu ma vie étudiante et aussi ma vie quotidienne au Japon. Encore merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut!